Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accompagner durant cette semaine à la une de l'actualité monégasque de ce lundi 12 août 2024. C'est la fin d'une parenthèse sportive enchantée. Après 19 jours de compétition riche en émotions, la clôture des Jeux Olympiques de Paris a eu lieu ce dimanche soir au Stade de France. L'occasion de dresser le bilan de nos athlètes avec la secrétaire générale du comité olympique monégasque de ces Jeux, Yvette Lambin-Berty. On jettera un coup d'œil nostalgique dans le rétroviseur avec Éric Monin, historien du sport, spécialiste des Jeux Olympiques et ambassadeur de Paris 2024. Ces Jeux ont-ils rempli toutes leurs promesses? On tentera de répondre à cette question. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la magie olympique, l'exposition La Flamme Olympique au fil du temps se tient jusqu'au 18 août sous la verrière du Grimaldi Forum. Une collection unique de 40 torches olympiques issues de la collection privée du prince Albert II. Un beau cadeau. Mais pour commencer, nous sommes partis à votre rencontre. J'imagine que ces JO de Paris 2024 vous ont laissé des images plein la tête. Une édition en grande partie réussie selon de nombreux sondages d'opinion. Mais de votre côté, que retenez-vous de cet événement sportif? Justin Hadel et Jean-Alexandre Dordet se sont rendus dans les rues de Monaco pour vous poser la question. J'ai adoré parce que là, je reviens justement des JO. En fait, je suis allée voir l'athlétisme. Et c'était super bien, en tout cas comment ils ont organisé et tout, je trouvais que même c'était super bien sécurisé et c'était bien en règle générale, dans l'ensemble. Très très bonne ambiance, on voyait à chaque fois qu'il y avait un athlète qui gagnait ou quoi, ils étaient très très contents, même s'il y avait quelques erreurs ou même s'ils perdaient, même s'ils n'étaient pas premiers ou sur le top 3, on voyait quand même que les supporters étaient là quand même pour les soutenir émotionnellement et pas que pour les points ou pour les médailles. Moi je suis super content, je suis parisien et j'ai vécu ça comme un super moment et c'était vraiment trop cool, des super médailles, une compétition hyper intéressante, plein de gens qui se mettent au sport, donc que demander de plus. C'est sublime et Céline Dion à la fin, magnifique, ne pas la avoir vue chanter pendant 4 ans et soudainement là à la Tour Eiffel, c'était magnifique. Je trouve que ça a permis de se rassembler entre amis et famille, de passer de bons moments et comme ça se passe pendant l'été, je trouve que c'était plutôt bien. Vous le voyez avec ce micro-trottoir, les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Les athlètes de la délégation monégasque garderont eux aussi de magnifiques souvenirs de cette 33e Olympiade. Justement, pour faire le point notamment sur la participation des Monégasques à ces Jeux, rejoignons en duplex Émilie Rousseau. Émilie Rousseau, vous êtes avec la secrétaire générale du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty. Oui, avec Madame Lambin-Berty, merci de nous recevoir au comité olympique monégasque. Bonsoir. Est-ce que l'on peut revenir sur ces Jeux ensemble? Thomas Barr, président du CIO, évoquait hier les Jeux d'une nouvelle ère. Quels sont vos mots pour qualifier ces Jeux olympiques de Paris 2024? Alors effectivement, c'est certainement les Jeux d'une nouvelle ère, puisque ces Jeux ont appliqué les recommandations de l'agenda 2020. Ils sont au rendez-vous. Et en matière d'héritage et de protection de l'environnement. Donc ça a créé des contraintes qui ont eu un résultat extraordinaire. Mais surtout, je crois qu'on doit dire que ces Jeux ont été avant tout des Jeux de joie, des Jeux de plaisir et surtout de permettre au sport de prendre toute sa dimension avec un public chaleureux, pas de clivage, pas d'interdit, je veux dire. Tout s'est passé avec beaucoup d'harmonie. Les bénévoles ont été des gens extraordinairement agréables, gentils, prévenants. La sécurité qui était présente partout était bienveillante. Et justement donner cette ambiance de sécurité simple. Mais c'est ça les Jeux. Et je pense que tous les athlètes, et en particulier les Français, puisqu'ils l'ont vécu, ont eu le bénéfice d'un public qui les a portés, chaleureux et vraiment. Et ça, c'est remarquable. Il faut dire que nous sortons d'une période où il y avait le confinement pour les Jeux précédents. Et donc, je crois que tout ça a joué. Et c'était un bonheur. Et je crois que ces 15 jours ont apporté autant aux gens qui ont regardé les Jeux à la télévision, je dirais sur leur écran, que ceux qui étaient sur place, d'un bonheur simple et d'une amitié fraternelle entre les pays. Et ça, on l'a ressenti dans les tribunes, dans la rue, partout. Et ça, c'était un grand bonheur.
Vous l'avez dit, des athlètes portés par tout ce public venu nombreux sur les différents sites de compétition. Des athlètes monégasques également portés par ce public. Comment ont-ils vécu ces Jeux? Alors je pense que pour eux c'était vraiment un aboutissement, comme pour tous d'ailleurs. Et après, c'est quand même très impressionnant de rentrer dans un lieu où il y a autant de monde. Et donc, voilà, je crois qu'ils en ont profité au mieux. Ils ont chacun essayé de faire le mieux possible dans les conditions dans lesquelles les épreuves se tenaient, pour certains. Après, il y a aussi toujours un petit peu d'être déconvenu, ça arrive, mais ça ne doit pas empêcher de rebondir. Et puis, ce que je voulais souligner, c'est que nous avons quand même une délégation qui était paritaire, autant d'hommes que de femmes, et aussi des qualifiés. Et donc, ça montre quand même que le niveau de notre délégation progresse, parce que obtenir une qualification aux Jeux, vous le savez, c'est un travail de longue haleine. Pour certains, c'est des points qu'il faut marquer pour être dans un classement mondial. Pour d'autres, il faut arriver à la bonne performance le bon jour. Et dans cette délégation, donc 2 étaient qualifiés, d'autres n'étaient pas loin. Pour l'aviron, il a démontré que, étant le premier non qualifié, il a pu participer en gagnant sa finale D et en battant certains qui avaient été qualifiés, a démontré qu'il avait bien le niveau. Pour Quentin, ça c'est formidable. Et pour les autres, ils ont fait les meilleures performances aujourd'hui. Donc je pense qu'ils seront là aussi au rendez-vous prochain. Mais ce qui nous préoccupe, je crois, et on va le faire, c'est de se réunir pour essayer justement de créer les conditions d'un peu plus d'émulation pour nos athlètes. Parce qu'ils sont quand même assez seuls. Et ils n'ont pas derrière des fédérations où vous avez des collègues qui sont aussi forts que vous et il faut être le meilleur de cela. Donc nous, il faut qu'on arrive à trouver un environnement, un accompagnement et surtout un entraînement qui leur permette d'être aguerris à la compétition du plus haut niveau. Vous parlez des prochains Jeux. Le témoin a été passé à Los Angeles en 2028. Il y aura aussi Milan, Cortina pour les Jeux d'hiver en 2026 avant. Ah oui, Cortina pour nous, c'est presque demain. Donc on est déjà dans l'organisation de ces Jeux-là, on les attend aussi avec beaucoup d'impatience parce que c'est aussi nos voisins. On se retrouvera 2 fois presque à la maison, comme tout le monde le dit. Et puis Los Angeles, c'est une belle perspective parce que je pense que toutes ces règles dont on a parlé s'appliqueront et que je suis certaine qu'aux États-Unis, ils voudront donner une dimension au jeu avec leurs particularités et surtout leur capacité à faire des jeux aussi réussis, je n'en doute pas. Merci beaucoup, Madame Lambaberti. C'est moi qui vous remercie. Alors que les regards sont déjà rivés sur les JO d'hiver 2026 à Milan, beaucoup s'accordent à dire que ces Jeux Olympiques d'été étaient une véritable parenthèse sportive enchantée qui a fait rayonner les valeurs de l'olympisme. On en parle avec Éric Monin, historien du sport, spécialiste des Jeux Olympiques et ambassadeur de Paris 2024. Bonsoir. Bonsoir Maclor, merci pour votre invitation. Alors force est de constater que les JO de Paris 2024 ont donné tort à tous les pessimistes et autres oiseaux de mauvais augure. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on entendait plein de choses. Alors attendez, ça fait partie aussi du français. Hein. Le français est râleur, le français se plaint tout le temps, ça n'ira jamais. Et paradoxalement, pendant 15 jours, mais en fait, toutes ces personnes qui prédisaient en fait des problèmes, etc., ça, on ne les a pas entendus. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, on n'entend que du positif, personne ne râle, tout se passe bien. Donc en fait, effectivement, on peut le dire haut et fort, ils se sont trompés. Je le disais en introduction, vous étiez ambassadeur de ces JO de Paris 2024. En quoi consistait votre rôle ? Moi, mon travail au sein justement de ce rôle d'ambassadeur, c'était de promouvoir une forme un petit peu d'éducation. Pourquoi ? Parce que le système olympique international aujourd'hui a un peu changé avec une nouvelle feuille stratégique de promouvoir non pas forcément un héritage matériel, mais un héritage sociétal, ce qu'on appelle un héritage immatériel. Et de montrer que les valeurs, qu'on parle de fair play, d'excellence, d'amitié, eh ça va beaucoup plus loin que ça, et notamment à travers les principes, notamment de neutralité, d'éthique, mais surtout de non-discrimination.
Eh bien justement, parlons-en de ces valeurs. Vous avez vécu ces JO de Paris de l'intérieur et tout le monde s'accorde à saluer l'atmosphère de bienveillance et de fraternité, aussi bien entre athlètes qu'entre supporters. Les valeurs de l'olympisme, finalement, c'est quelque chose que vous avez également constaté? Ces jeux ont permis en quelque sorte d'avoir un exutoire. Souvent, les sociologues, ils emploient un mot un peu bizarre. La société se donne en fête. C'est-à-dire que l'alibi, c'est de trouver un événement majeur qui réunit toutes les personnes pour faire la fête. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques, c'est 10 500 athlètes et chacun peut s'identifier soit à un sport, soit un athlète, soit même à un site. Et c'est ça qui fait que ces Jeux, eh bien, c'est incontestablement un moyen de se retrouver. C'est ça qui est très important. Et la vraie chose qui est très importante, et ça, c'est vraiment une première, c'est qu'en fait, on n'allait pas avoir uniquement du sport, mais en même temps, on faisait du tourisme. Allez, du tourisme sportif. Pourquoi? Parce qu'on allait soit eh bien, au Grand Palais, dans la Grande Verrière, soit on allait au Château de Versailles. Pour faire simple, Paris 2024 a cassé les codes. Pour beaucoup, ces jeux avaient un parfum de Coupe du Monde 98, une sorte de liesse populaire hors norme. On parle même de JOstalgie, de mini-dépression possible pour certains après ces jeux. Cette dynamique qui a été lancée en France, hein, bah vous le savez très bien, hein, elle va se poursuivre hein, parce qu'il y a les Jeux paralympiques qui arrivent. Et puis surtout, eh bien, la France a obtenu l'organisation des Jeux olympiques d'hiver. Donc en fait, allez, je crois que la France a pris date. La France, vous savez, vous avez parlé de 98. 98, la Coupe du Monde de foot, on n'avait rien organisé depuis en France, ce qu'on appelle des méga événements. Les Jeux olympiques d'hiver, c'est à peu près une centaine de nations. Donc on n'est pas dans le même schéma, mais ça n'empêche, c'est considéré comme un événement majeur et donc cette dynamique est bien ancrée maintenant en France. Vous parlez de méga événements, la cérémonie de clôture en était un, hein. Une mise en scène signée Thomas Joly, un show futuriste qui retraçait l'histoire de l'olympisme, et puis Tom Cruise, superstar du cinéma qui emporte le drapeau olympique à Los Angeles, ville haute des prochains Jeux d'été. On a mis la barre très très haute. Hier soir, c'était incroyable, avec même, c'était tellement populaire, à un moment donné, les athlètes, l'ensemble des athlètes se sont arrivés sur la tribune, hein, on leur a dit, attendez, il y a un énorme concert qui doit suivre, attendez avant d'aller dans ces réjouissances totales. Donc oui, hier soir, c'était un moment de partage, d'amitié, d'interculturalité. Alors ça fait un peu bisounours, ça fait un petit peu utopique, mais c'est la réalité. Hier soir, c'était une ferveur totale, c'était une réussite totale de ces Jeux et surtout un grand bravo aux 45 000 volontaires. Vous savez que les Jeux peuvent exister uniquement si les volontaires sont là. S'il n'y a pas de volontaires, ça ne marche pas. On parle des athlètes, on parle de toutes ces médailles, mais surtout, hein, par pitié, ne pas oublier les volontaires. Merci de nous avoir partagé un peu de votre passion, Éric Monin, historien du sport, spécialiste des Jeux Olympiques et ambassadeur de Paris 2024, mais également vice-président de l'Université de Franche-Comté à l'Olympisme. Merci à vous, merci de votre accueil. Et pour que la magie de ces JO 2024 ne s'arrête pas tout de suite, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'exposition La Flamme Olympique au fil du temps jusqu'au 18 août sous la verrière du Grimaldi Forum, plongé dans l'univers fascinant des Jeux à travers une exposition unique de la collection privée des torches olympiques de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, une exposition que vous font découvrir Frédéric Elion et Lionel Bernardi. La célébration de l'olympisme se poursuit en principauté après le passage de la flamme olympique le 18 juin. Le couple princier a inauguré au Grimaldi Forum l'exposition La Flamme Olympique au fil du temps. L'occasion de découvrir toutes les torches des Jeux Olympiques d'été et d'hiver depuis les Jeux de Berlin en 1936. 40 torches issues de la collection privée du souverain. Les torches olympiques sont apparues, on va dire, dès les années 36 jusqu'à 2024. On a la chance d'avoir la flamme olympique de Paris 2024. Donc on a conçu une échelle du temps. Mais les torches au début, c'était plutôt du fonctionnel. C'était un objet. Et puis petit à petit, les pays ont compris que ça pouvait être le reflet esthétique, artistique de leur pays. On voit Lillehammer, qui est une flamme excessivement complexe dans son design, mais tellement proche de leur philosophie scandinave. Donc ils ont compris qu'ils pouvaient, à travers la torche, montrer au monde entier leur design, leur esthétique propre. Donc la torche est devenue un symbole incroyable de technologie, de design et aussi de rassemblement social.
Cette exposition est aussi un hommage à l'héritage olympique de la famille princière. Elle célèbre le centenaire de la médaille d'or olympique de John B. Kelly Sr. en aviron à Paris. C'était le souhait du prince de pouvoir honorer la mémoire de son grand-père qui, en 1920, avait déjà fait médaille. Et en 24, il réédite avec la médaille d'or en double. Et voilà, et donc on est 1924, 2024, 100 ans. C'était l'occasion ou jamais de le faire. Et c'est comme ça qu'est née cette collection. Ces torches reflètent la passion du souverain pour le sport, l'olympisme et ses valeurs. Des grands rubans ondulent et mettent en avant des mots qui résument l'esprit du CIO. Sous chaque torche, un QR code à scanner vous donnera des informations précises sur leur spécificité. L'exposition est gratuite, ouverte tous les jours de 10h à 20h jusqu'au 18 août. Faites vite, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de cette exposition gratuite. Et puis, en ce 12 août 2024, nous fêtons les 75 ans des Conventions de Genève. Signées en 1949, elles forment le socle du droit international humanitaire avec un objectif, préserver l'humanité, même dans les pires instants de la guerre. Des obligations qui demeurent largement ignorées dans certaines zones de conflit, mais qui ont tout de même permis de sauver des millions de vies, comme le rappelle le Comité international de la Croix-Rouge. Eux aussi sauvent des vies, ce sont les pompiers de Monaco qui, quand ils ne sont pas en intervention, s'entraînent pour affronter toutes les situations. Et certains d'entre eux sont aussi habilités à la plongée sous-marine. Immersion lors d'une matinée de préparation à la plongée en surface non libre dans ce reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Tous les pompiers ne sont pas plongeurs. À Monaco, ils sont 6. Leur particularité, la qualification SNL, intervention en surface non libre, c'est-à-dire dans des milieux où il est impossible de remonter directement à la surface. Les plongeurs sont partis poser une ligne de vie pour une reconnaissance sous la digue. Donc on fait le tour de la digue, on posait le fil. Donc on s'est vraiment passé ce qu'on appelle un SNL, surface non libre. Le port de Monaco a cette particularité d'être en partie construit sur l'eau, un terrain d'entraînement parfait pour les plongeurs. C'est bien pour nous, ça nous permet de nous entraîner. Ça permet également de connaître les lieux. Si un jour on doit intervenir, on connaît les lieux et on ne sera pas surpris le jour J de l'intervention si toutefois on doit intervenir. Il y a 2-3 mètres de visie, c'est pas fou. Ouais. Et la longueur totale de la ligne, c'est 60 mètres. C'est bon, nous on note tout et après vous déséquipez et on prend la relève. Les interventions en mer sont d'abord assurées par la police maritime, mais les plongeurs du corps des sapeurs-pompiers peuvent intervenir si besoin, d'où la nécessité de se préparer. Au plus on répète nos gammes, au plus on est entraîné, au plus l'intervention sera facile. Exercice réussi pour aujourd'hui. Pour certains, c'était une véritable corvée et pour les plus studieux d'entre nous, un moment de plaisir. Je parle des fameux cahiers de vacances qui ont toujours la cote. Et oui, pendant les vacances, on décompresse, mais pas question d'oublier toutes les notions apprises pendant l'année. Alors, on ouvre son cahier pour 1 ou 2 exercices par jour. Objectif, être prêt pour la rentrée. Et vous allez voir, il se décline désormais version adulte. Alban Gingembre. C'est la tradition de l'été, acheter son cahier de vacances pour apprendre en s'amusant, une solution pour maintenir son cerveau en ébullition avant d'affronter la rentrée. Chaque année, tout le monde vient chercher son petit cahier avant de partir en vacances. C'est bien parce que ça couvre toutes les années, donc des tout petits, on commence même en petite section de maternelle jusqu'au collège-lycée. Ça permet de garder des connaissances, de réviser ce qu'on a fait pendant l'année pour pouvoir commencer l'année d'après dans les meilleures conditions. Et la nouvelle tendance, les cahiers de vacances pour adultes, car eux aussi ont le droit de s'amuser. C'est plus des leçons, mais ça va être de la réflexion sur des quiz sur le sport, des enquêtes policières parfois, et ça marche de mieux en mieux. Ça aide aussi l'enfant du coup à faire ses cahiers de vacances puisque son papa ou sa maman le fait aussi. Plus que quelques semaines pour se procurer son cahier de vacances avant d'attaquer la rentrée scolaire avec des manuels plus précis mais un peu moins ludiques.
Et puis, en ces fortes chaleurs, pourquoi ne pas trouver un peu de fraîcheur à l'espace 22 avec l'exposition de l'artiste d'art contemporain Aurélie. L'artiste travaille l'acrylique sur toile avec à la clé des structures riches ou encore des effets lumineux. Elle puise son inspiration dans la nature ainsi que les émotions humaines et animales. Exposition qui se déroule donc actuellement à l'espace 22. Tout de suite, la météo présentée par Christine Datomel. Bonsoir à tous. Demain, le soleil sera au rendez-vous. Les températures seront élevées. Elles pourront atteindre les 32 degrés à certains moments de la journée. Alors surtout, pensez à vous hydrater. Et puis pensez également à la crème solaire, car l'indice UV sera à 7. Demain, sinon, nous fêterons les Hippolytes. Et avec ces fortes chaleurs, pensez bien à vous hydrater tout au long de la journée. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain 19h. Je vous laisse avec ces magnifiques clichés de Manu Vitali réalisés au marché de la Condamine. De quoi mettre l'eau à la bouche. Excellente soirée sur Monaco Info bien sûr et à demain.